Un énorme volcan pourrait exploser demain en Indonésie, ce qui réduirait la production agricole de la planète de 40 ou 50% pendant 5 ans. Ça peut arriver. Ou bien des épidémies. Je veux dire, je ne sais pas ce que ça serait. Mais d'une manière ou d'une autre, nous sommes tellement, à l'échelle mondiale, nous sommes tellement au-dessus de la population et des niveaux de consommation qui peuvent être supportés par cette planète que je sais que, d'une manière ou d'une autre, cela va redescendre. Je n'espère donc pas l'éviter. Ce que j'espère, c'est que cela pourra se faire de manière civilisée. La planète peut supporter quelque chose comme 1 milliard de personnes, peut-être 2 milliards. Selon le degré de liberté et de consommation matérielle que vous voulez avoir. Si vous voulez plus de liberté et plus de consommation, vous devez avoir moins d'habitants. Et inversement, avec plus d'habitants, avec même 8 ou 9 milliards, possiblement, si nous avions une dictature très forte, qui soit intelligente. Mais nous voulons la liberté et un niveau de vie élevé. Nous allons donc avoir 1 milliard d'habitants et nous en sommes à 7. Nous devons donc redescendre. Honorables membres, mesdames et messieurs, en effet, si nous remontons à un peu plus de 50 ans, le Club de Rome et un groupe de chercheurs du MIT ont publié le rapport Les limites à la croissance. Ce rapport décrivait l'interaction entre la croissance démographique, l'économie et l'environnement. Il en arrivait à une conclusion drastique, arrêter la croissance économique et démographique, ou notre planète ne pourra pas supporter la charge. Le récent rapport du GIEC n'est qu'un dernier rappel de la nécessité de décarboner nos économies aussi rapidement que possible. Et c'est exactement pourquoi nous avons proposé notre pacte vert pour l'Europe. Construire une économie circulaire et propre du XXIe siècle est l'un des défis économiques les plus significatifs de notre époque. Le pacte vert pour l'Europe n'est pas seulement notre plan pour lutter contre le changement climatique et devenir le premier continent climatiquement neutre. Covid est essentiel car c'est ce qui convainc les gens d'accepter, de légitimer une surveillance biométrique totale. Si nous voulons arrêter cette épidémie, nous ne devons pas seulement surveiller les gens, nous devons surveiller ce qui se passe sous leur peau. Mais c'est exactement la même technologie qui peut déterminer ce que vous pensez du gouvernement. Vous savez, la colère est un phénomène biologique au même titre que la maladie. Il ne s'agit pas d'un phénomène spirituel. C'est un schéma biologique dans votre corps. Avec ce type de surveillance, je veux dire que vous regardez le grand président, le grand dirigeant faire un discours à la télévision. La télévision pourrait vous surveiller et savoir si vous êtes en colère ou non en analysant les signaux biologiques provenant de votre corps. Êtes-vous en colère à cause de ce que vous entendez? Êtes-vous effrayé? Vous ennuyez-vous? C'est le genre de pouvoir que Staline n'avait pas. Lorsque Staline prononçait un discours, tout le monde, bien sûr, applaudissait et souriait. Mais comment savoir ce qu'il pense vraiment de Staline? C'est très difficile. Un agent du KGB ne peut pas suivre tout le monde en permanence. Même si vous le faites, il ne fait qu'observer votre comportement extérieur. Il ne sait pas vraiment ce qui se passe dans votre esprit. Mais dans 10 ans, les futurs Stalines du XXIe siècle pourraient surveiller en permanence les esprits, les cerveaux de toute la population. Ils disposeront également de la puissance informatique nécessaire pour analyser tout cela. Plus besoin d'agents humains. Vous n'avez pas besoin d'analystes humains. Il suffit d'un grand nombre de capteurs et d'une IA qui les analyse. Et c'est tout. Vous avez le pire régime totalitaire de l'histoire. Et Covid est important. Parce que Covid légitime certaines étapes cruciales, même dans les pays démocratiques. Dans la chronique Agora, Bill Bonnet publie un article sur les hommes de Davos, dans lequel il critique les élites économiques et politiques qui se rassemblent annuellement au Forum économique mondial. Voici un extrait de son article. Mieux vaut se préparer à leur confabulation annuelle pour rendre le monde meilleur. À Paris, le ciel est gris, mais l'humeur n'est pas à la morosité. Les gens sont de sortie. Cependant, tout le monde râle, et en France comme aux États-Unis, les élites au pouvoir rendent la vie des gens plus dure. Un exemple parisien, ils ont interdit les chauffages à l'extérieur, qui étaient omniprésents sur les terrasses des cafés. On pouvait s'asseoir dehors près du chauffage et apprécier la vie urbaine. Ce n'est plus possible. Dans le même temps, nous allons au-devant d'événements qui pourraient mal tourner. Le Forum économique mondial parle de « polycrise ». Nous préférons le terme « bazar » ou celui de « cluster » apparu pendant la pandémie, car il décrit mieux le désastre à venir. Charles Gave dans son livre « La vérité vous rendra libre » consacre un chapitre aux hommes de Davos, où il partage une critique similaire à celle de Bill Bonnet. Gave, tout comme Bonnet, se montre sceptique envers les élites globales qui participent au Forum économique mondial, accusant ces individus de promouvoir une idéologie de globalisation qui efface l'importance des nations.
Gav avance que ces élites considèrent les États-nations comme obsolètes et rêvent d'un futur où un gouvernement mondial serait dirigé par eux-mêmes, convaincus qu'ils sont les plus compétents et les plus éclairés. Il critique cette vision comme étant élitiste et déconnectée des réalités des populations, en soulignant les dangers d'un tel centralisme et l'arrogance de croire que quelques personnes, issues des sphères les plus privilégiées, pourraient mieux gérer le monde que les gouvernements nationaux. Cette perspective s'inscrit dans une critique plus large de la globalisation, où les décisions économiques et politiques sont prises à des niveaux supranationaux, souvent sans consultation ou consentement des peuples concernés. Gav, comme Bonnet, met en garde contre les risques de cette concentration de pouvoir et de la mise en œuvre de politiques qui ne tiennent pas compte des contextes locaux et des spécificités culturelles. En somme, Gav rejoint Bonnet dans une critique acerbe des hommes de Davos et de l'idéologie globaliste qu'ils représentent. Tous deux dénoncent une vision du monde centralisée et uniformisée, promue par une élite qui se considère comme supérieure et mieux à même de diriger les affaires globales, au détriment de la souveraineté nationale et des intérêts des populations locales. Par ailleurs, Charles Gav exprime aussi une vision alarmiste et critique des projets tels que l'euro numérique et certaines régulations européennes. Selon lui, ces initiatives sont des outils potentiels de surveillance et de contrôle qui pourraient restreindre les libertés individuelles sous couvert de biens collectifs. La déclaration de Yuval Noah Harari citée précédemment confirme cette vision en évoquant la possibilité d'une surveillance biométrique totale, légitimée par des crises telles que la pandémie de Covid-19 et qui pourrait analyser les émotions et les pensées des citoyens. Gav met en garde contre une tendance vers une morale collective dictée par l'État, qu'il considère comme une menace pour les libertés individuelles. Il craint que l'État ne puisse imposer des restrictions strictes au comportement des citoyens, par exemple, la consommation d'énergie ou de certains produits, au nom de l'écologie ou d'autres causes. Cette déclaration renforce l'idée que de telles technologies pourraient être utilisées pour contrôler non seulement les actions extérieures, mais aussi les pensées et les sentiments intérieurs des individus. Ce commentaire souligne la crainte de Gav d'une centralisation excessive du pouvoir et d'une possible dérive vers un contrôle autoritaire. Il appelle à la vigilance et à la préservation des libertés individuelles, insistant sur l'importance de maintenir une distinction entre la loi collective et la morale individuelle. Son discours peut être vu comme un appel à défendre les droits et les libertés face à ce qu'il perçoit comme des menaces potentielles, évoquant des exemples historiques pour souligner les dangers d'une telle concentration de pouvoir. Les propos de Charles Gav, notamment ses préoccupations concernant la surveillance, le contrôle social et la perte de liberté individuelle, nous offrent plusieurs leçons importantes qui peuvent influencer notre vie personnelle et professionnelle. 1. Vigilance et esprit critique. Nous devons rester attentifs aux évolutions politiques et technologiques qui pourraient affecter nos libertés. Il est crucial de questionner les nouvelles régulations et les technologies pour comprendre leurs implications sur notre vie quotidienne. 2. Préservation de la liberté individuelle. La protection de nos droits et libertés, qu'ils soient numériques ou autres, est essentielle. Sur le plan professionnel, cela peut signifier défendre l'autonomie et l'éthique dans nos décisions et actions, tout en respectant les règles et les lois. 3. Importance de l'indépendance financière. Gav suggère de garder une part d'indépendance financière, par exemple, en ayant accès à des liquidités. Cela peut se traduire par une gestion prudente de nos finances personnelles, en diversifiant nos investissements et en évitant une trop grande dépendance à un seul système financier ou à une technologie. 4. Responsabilité et éthique. Il est important de prendre des décisions basées sur des valeurs éthiques, tant dans la sphère personnelle que professionnelle. Ne pas céder aux pressions externes ou à la conformité si cela va à l'encontre de nos principes moraux. 5. Adaptabilité et anticipation. Face à un monde en constante évolution, il est crucial de rester flexible et prêt à s'adapter aux changements. Cela inclut la capacité de s'ajuster aux nouvelles technologies et aux régulations tout en protégeant nos droits et nos valeurs. Partagez avec nous vos avis en commentaire. Dieu vous garde et à très bientôt.